pense qu'en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vous propose que je commence doucement cette matinée sur la créativité par notre agenda. Déjà par vous remercier de votre présence ce matin. Et ensuite, effectivement, par l'agenda. Donc l'agenda de cette matinée, qui normalement est prévu jusqu'à 10h, 10h15, je crois. Cet agenda assez simple. Donc, un rapide mot de ma part sur la commission publicité. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous la présenter, et pour ceux qui la connaissent, vous expliquer notamment un grand travail qu'on est en train de mener sur la partie plutôt Drive to Store, en parallèle de effectivement cette matinée créativité. Donc, quelques mots dessus. Par la suite, nous avons Romain Clouzy, qui est donc directeur de la création et des contenus chez Webedia, qui va nous parler de la créativité pour les marques et les médias à l'heure du mobile only. Les bonnes pratiques de la création publique, de la création mobile, pardon, par Martin, qui est le lead du groupe de travail Créativité Mobile et qui est également donc, à l'initiative de ces Mobile Creativity Awards. Et ensuite, la révélation et les témoignages des lauréats de cette première édition des Mobile Creativity Awards, qui sera donc animée par Jérôme Bouteiller, que pour ceux qui ont l'habitude de suivre les matinées de la MMA, vous devez sans doute connaître. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais commencer doucement, parce qu'effectivement, ça mange de compte par la suite. Voilà, donc ça c'est moi-même. Donc moi, je suis donc rapporteur de la commission publicité au sein de la Mobile Marketing Association France, parce qu'effectivement, la Mobile Marketing Association est donc une asso qui est présente dans le monde entier, avec un grand bureau aux US, mais également dans plein d'autres pays, notamment en Europe. Donc, je crois qu'on peut passer directement sur la slide d'après. Mais voilà. Donc la Mobile Marketing Association, donc, qui est présente dans le monde entier. En France, c'est donc 140 sociétés membres. Sans doute même un peu plus parce que ça fait un petit moment, qui vit donc à travers donc l'association vit à travers 4 commissions, dont la commission publicité. Donc il y a une commission aussi sur le messaging, sur le commerce, sur l'UX design. Et donc là, ce matin, on va effectivement se parler de la commission publicité, qui compte 60 sociétés membres, un peu plus même. Et donc, dans cette commission publicité, nous avons 4 groupes de travail actifs pour le moment. Un qui est effectivement sur l'audio digital, qui, bon, comme vous le savez, l'audio digital étant par essence mobile, parce que les plateformes de streaming sont mobile first. Et donc, ce groupe digital est l'idée par Charles Jourdan, qui est donc Head of Digital et Data chez UM, donc le groupe IPG, une agence média. Le groupe de travail, je vais finir par toi Martin, mais le groupe de travail Convergence par Mathieu Thébault qui a pris ce groupe de travail il y a peu et qui a une très bonne dynamique sur donc, la synergie, la complémentarité du mobile avec les canaux ou les médias traditionnels. Donc plein de choses en ébullition dans ce groupe de travail. On avance sur pas mal de livrables. Donc Mathieu Thébault qui est donc Chief Revenue Officer chez CRO chez S4M. Un groupe de travail sur le Drive to Store avec un nouveau lead tout nouveau qui est donc Fabien Dutrieux qui nous rejoint sur ce groupe de travail, qui est donc directeur marketing chez Bonial. Donc groupe de travail anciennement leadé par Laurent Landel, mais qui nous a quittés parce qu'il avait des fonctions plus prenantes, donc n'avait plus le temps. Donc voilà, donc Fabien prend la relève sur ce groupe de travail, groupe de travail qui est assez historique de la MMA et qui a réalisé plein de livrables passés et plein de livrables à venir. Et enfin, le groupe de travail créativité, l'idée par notre Martin Clamart, qui est donc directeur commercial chez Sublime et qui va donc prendre la parole dans la deuxième keynote de la matinée et également à l'initiative des Mobile Creativity Awards. Voilà pour la commission publicité. Dans cette commission, différents livrables qui sont effectués tout au long de l'année. Donc effectivement, il y a les petits déjeuners, on en a fait 2, me semble-t-il, pendant le confinement. Là, on en est au 3e. Donc, évidemment, cette matinée et ces matinées sont habituellement des rendez-vous physiques, mais au vu de la période, évidemment, pour le moment, on le fait en visioconférence. Donc, des événements, des petits déjeuners, différentes études sont produites, notamment dans le Drive to Store. On avait mené une étude avec Médiamétrie, des interviews, des guides, des baromètres. L'idée, c'est d'évangéliser, la vocation de cette commission publicité, c'est d'évangéliser les bonnes pratiques sur mobile et du mobile dans l'écosystème donc médias publicitaires.
Et j'espère que tous ces livrables voilà, aident à évangéliser toutes les bonnes pratiques. Et en parlant d'ailleurs d'évangéliser, du coup, c'est aussi le sujet de cette matinée sur la création mobile. Mais avant de vous parler de cette matinée sur la créativité mobile, un autre travail qu'on mène en parallèle au sein de cette commission publicité, c'est sur les solutions Drive to Store. Donc, comme vous le savez, le mobile nous accompagne. C'est également, donc, nous accompagne au quotidien dans nos déplacements. C'est également la clé de réconciliation entre le monde physique et le monde digital. Et même en période de confinement, les Français s'en servent énormément. Donc, plusieurs activations médias et plusieurs partenaires proposent des activations médias spécifiques liées à ce device et liées à la donnée de géolocalisation issue du mobile. Parce que, donc, grâce au mobile, on a accès à des données de GPS et donc à de la data de géolocalisation. Et cette data de géolocalisation, on peut l'exploiter à des fins marketing. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs qui ont vu le jour là-dessus. Je crois que c'est sur la slide d'après. Voilà, donc on a énormément d'offres et de solutions qui sont positionnées sur l'exploitation de la donnée, géolocalisation en programmatique ou autre, pour les agences médias et pour les annonceurs, donc qu'elles puissent activer ces données-là. Mais effectivement, il y a beaucoup de promesses sur ce marché de la donnée de géolocalisation avec différentes méthodologies, différents calculs proposés par les solutions sur de la mesure du trafic physique en point de vente. Et en fait, tout ça avait besoin un petit peu de transparence parce qu'on avait beaucoup d'offres, beaucoup de discours, peu de transparence et de mesure côté annonceur et côté agence. Et donc, du coup, tout ça nous a amené à créer une certification marché des solutions Drive to Store, nommée Drive to Trust, dont vous pouvez voir les logos. Donc, la première certification des solutions Drive to Store marché, qui a été co-construit avec le CESP, donc initié par la Mobile Marketing Association France et co-construit avec le CSP, qui comprend donc 3 labels. Un label nommé Right People qui va permettre de qualifier et de certifier les segments data issus de la donnée de géolocalisation proposée par ces solutions. Un label Right Place qui va permettre de certifier la diffusion média géolocalisée de ces solutions. Et un dernier label qui est en cours de construction, qui n'est pas encore tout à fait disponible, qui s'appelle Right Performance et qui va permettre de justement certifier la qualité de mesure du trafic physique par ces solutions et qui est donc en cours et qui va sortir un peu. Cette certification, elle a été co-construite avec les plus grandes agences médias du marché. Donc, il y a GroupM, il y a IPG, on a Dentsu et Publicis, voilà, qui ont soutenu et qui ont défini le référentiel avec nous et donc qui porteront cette certification. On espère évidemment que les autres agences vont suivre ce pas. Voilà, ça, donc, là, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Donc, certification Drive to Store qui est disponible pour les 2 premiers labels et le 3e label qui est donc en cours de création. Je crois que j'ai fini là-dessus. Je crois qu'après, la slide d'après. Voilà, donc si quand même pour finir, certification donc qui est valable 1 an et voilà, qui est lancée dès maintenant pour avoir les premières solutions certifiées dès octobre 2020. Donc ça va arriver assez vite et on est content de voir ce projet sortir parce que pour être assez franc, ça fait un moment qu'on travaille dessus et voilà, donc on est très fiers de pouvoir annoncer ce projet officiellement. Mais ce matin, on se parle créativité, sans transition, on se parle créativité et donc on lance la première édition des Mobile Creativity Awards. Donc c'était une idée, une initiative de Martin qu'on avait effectivement étudié il y a pas mal de mois. Voilà, donc très content de voir que ce projet voit le jour. Et donc l'idée, c'est effectivement un prix qui récompense les meilleures créations publicitaires mobiles des 6 derniers mois. Alors évidemment, vu la période et le contexte spécifique, on l'a étendu et je ne vais pas spoiler le reste de la partie, surtout qu'il est déjà 9h15. Donc, je laisse la main à Romain Cousy qui va nous parler donc de la créativité pour les marques et les médias à l'heure du mobile only. Et donc, les lauréats seront annoncés à la fin de cette matinée. Merci à tous pour votre présence ce matin. Et Romain, je te laisse reprendre la main sur ta keynote. Je te remercie, Vadim. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je m'entends bien. Parfaitement. Super, génial.
Je vais d'abord vous présenter en quelques mots le groupe Webedia, dont j'ai la chance de diriger la création, pour vous situer un petit peu le travail qu'on fait et la façon dont on approche le mobile. Webedia se définit comme un groupe hybride, qui est à l'origine un groupe de sites internet et qui aujourd'hui fait beaucoup plus que ça dans de l'événementiel, qui travaille sur l'influence, qui s'est également diversifié dans le e-commerce et qui a une activité d'agence assez importante. C'est un groupe qui a un peu plus de 10 ans et qui s'est construit à l'origine sur la naissance du site Pure People. Aujourd'hui, Webedia, ce sont des sites internet, donc slide suivante, qui sont dans le monde entier. Donc on compte 276 millions de visiteurs uniques chaque mois. On est présent à peu près sur tous les continents et on a fait une croissance à la fois organique en implantant des sites internet dans d'autres pays, également faisant des rachats conséquents. Le site internet le plus connu de Webedia étant certainement Allociné, avec juste derrière jeuxvideo.com. Et le métier d'origine, c'est celui-là. C'est un métier de média, un métier de site, un métier de rédactionnel fondamentalement. Il se trouve que aujourd'hui, la consommation mobile a explosé et nous sommes partis sur un modèle qui est également hybride entre des sites responsive. Alors, Catherine, si c'est vous qui avez la main, je suis sur la slide suivante. À la fois des sites en responsive et également un univers applicatif où on essaye d'intégrer le plus possible ce que le mobile peut apporter, de la personnalisation, de la géolocalisation, donc faire en sorte que le serviciel s'invite dans un univers qui était essentiellement média à l'origine. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des objets extrêmement hybrides, comme je le montre l'illustration de la slide suivante, où on fait ce qui était à l'origine des sites internet. Donc, Webedia édite depuis 6 ou 7 ans le site de Village Web, donc on est sur du brand content, mais ce qui était à l'origine un site devient aujourd'hui des comptes, donc des comptes sociaux sur Instagram, sur Facebook, un site qui est pensé en mobile first, et donc on est en train de créer des contenus qui vont un petit peu dans tous les sens, alors qu'avant on était sur une approche extrêmement desktop. Non seulement on est essentiellement mobile dans notre façon de penser les contenus, mais on se diversifie énormément dans la façon dont les contenus sont consommés, donc dans la façon dont ils sont conçus. Une autre chose qui est importante dans notre façon d'appréhender cet univers, c'est qu'on a une approche talent très forte depuis 5 ans avec l'acquisition d'une des principales agences d'influenceurs en France. Nous considérons que les talents sont les nouveaux médias, ce que dit ma slide suivante. Et si on regarde un peu la façon dont on s'est réparti dans le monde, sur la slide qui suit, c'est une approche qui est globale et pas simplement française. En France, vous connaissez peut-être la plupart de nos gros talents qui sont à l'origine Cyprien, Squeezie, Norman, et aujourd'hui des talents comme McFly et Carlito qui font énormément de vues et que les marques s'arrachent, mais on a eu à cœur d'avoir la même logique dans la plupart des pays dans lesquels on est implanté, notamment au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Sur la slide suivante, j'ai une petite illustration. Alors, je ne sais pas si la vidéo se lance proprement sur Zoom. On peut essayer. Si c'est compliqué, je vous le ferai à l'oral. Elle se lance parfaitement, mais alors pour le son, on n'y est pas. C'est une façon de vous montrer l'étendue des contenus qu'aujourd'hui un groupe qui est essentiellement média à l'origine développe pour des marques. Toutes les vidéos que vous voyez là sont des vidéos qui ont été construites pour des marques, qui sont diffusées essentiellement sur des comptes sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook et aujourd'hui sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Dans la mesure où un groupe digital devient un fabricant de contenu et de plus en plus un producteur pour des marques. Et aujourd'hui, Webedia a un certain nombre de piliers sur son business model, mais la dimension relation aux marques, relation aux annonceurs et fabricants de contenu est devenue extrêmement importante. Les médias ou les influenceurs sont des canaux de transmission, mais encore faut-il savoir écrire les bons messages, savoir les penser, savoir les construire, savoir les produire et savoir les diffuser. C'est à ce titre-là que la réflexion sur
sur la création, la créativité au sens large prend tout son sens dans un groupe comme le nôtre. Voilà, ça c'était ma bande son à moi. Imaginez qu'il y avait de la musique qui tape. Sur la slide suivante, je vous pose la question, en fait, quand la créativité rencontre le digital, comment on aborde la créativité chez nous, chez Webedia, et notamment à un moment où le mobile devient le device principal de consommation digitale. D'abord, on est très humble par rapport à ça. La première chose qu'on se dit, c'est que ça nous amène à adapter nos modes de travail. Ce que je dis, je vais paraphraser ma slide suivante. Et adapter nos modes de travail, c'est plus complexe qu'il n'en a l'air, parce qu'il faut imaginer que, encore une fois, si on monte à l'origine d'un groupe comme Webedia, ce sont essentiellement des forces de rédaction qui vont construire du contenu essentiellement pensé pour Google, donc avec tout ce qui est SEO et la façon d'écrire en pensant que Google a les clés du digital et qu'il faut donc écrire en fonction des recherches que les gens vont taper. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Et en quelques slides, je vais essayer de vous expliquer en fait quelles sont les révolutions qu'on a connues et comment la créativité est obligée de s'adapter à ça, que ce soit pour nos marques médias ou pour nos sites internet, que pour les contenus qu'on va faire pour des marques. Le nouveau monde auquel on est soumis depuis 10 ans, c'est le monde des GAFA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont vous allez consommer du contenu est essentiellement diffusée, recommandée, conseillée par ces acteurs. Alors, ce sont les vieux logos quand les GAFA ont pris la main, ça ressemblait à ça. On ne reconnaît plus beaucoup de logos d'aujourd'hui, mais c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme, dont le plus évident a été l'arrivée de Google. Mais aujourd'hui, si vous voulez fabriquer du contenu et faire en sorte qu'il soit consommé, vous êtes obligé de le penser en fonction de la manière dont ces plateformes vont le recommander et vont le distribuer. Ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est-à-dire que les plateformes qui étaient peu nombreuses le sont de plus en plus. Donc, ça a été une première évolution des plateformes. Il faut comprendre que pour un site comme Pure People, à une époque, Google représentait 90% du trafic entrant. Et il y a 5 ans, Facebook devait représenter 50% du trafic entrant. Donc, de la même manière, ça amène à penser complètement différemment la façon dont on pense les contenus, puisqu'il faut qu'ils soient digestes sur Facebook, avec tous les codes que vous comprenez, des formats, des durées, de la façon dont on doit être poussé, recommandé, la façon dont on génère du reach, de l'engagement. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez que c'est pareil, ces logos ont pris un coup de vieux et que de nouvelles plateformes se sont rajoutées à celle-ci. La troisième révolution qui est totalement liée à la précédente, c'est la révolution du mobile. Facebook France nous dit que 90% de ces contenus aujourd'hui sont consommés sur mobile. C'est pas si intuitif. C'est pas si intuitif quand on se dit que Facebook n'est pas forcément la plateforme la plus jeune en termes d'audience. On ne parle pas de Snapchat, on ne parle pas de TikTok. Et néanmoins, Facebook, je pense que nombreux d'entre nous consomment encore régulièrement sur desktop et sur une consommation en France de l'ordre de 90%. De la même manière, ça veut dire que le contenu qu'on fabrique pour nos marques ou le contenu qu'on fabrique pour nos médias doit être nativement pensé vertical, doit être nativement pensé pour ces plateformes. Et ça nous amène à une autre transformation qui est assez conséquente, qui est la slide suivante, qui est la révolution de la vidéo. La plupart de ces plateformes sont des plateformes vidéo. Facebook était à l'origine une plateforme plutôt texte et image, est devenue une plateforme qui pousse de la vidéo essentiellement. Le meilleur exemple est certainement Instagram, qui était vraiment par essence la plateforme de la photo, est devenue de plus en plus une plateforme vidéo avec les stories, avec les posts vidéo, avec IGTV, avec Reels qui est en train d'arriver, qui a été lancé. Pas une seule plateforme aujourd'hui n'est construite sur un modèle vraiment différent. Donc, le langage numéro 1 du digital est la vidéo et le langage numéro 1 du mobile est la vidéo. Donc, ça oblige à ce que les contenus soient de plus en plus pensés non seulement verticaux, mais verticaux mobiles. C'est ce que vous voyez quand on fabrique des contenus sur Instagram. Ça n'a plus grand-chose à voir avec les articles qu'on fabriquait il y a encore 10 ans et qui étaient essentiellement pensés pour Google sur desktop. La dernière révolution qui est un peu liée à la révolution des plateformes, c'est la révolution de l'influence, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces plateformes, pour n'en citer que deux, parce qu'on comprend mieux, Instagram et YouTube sont des plateformes sur lesquelles les principaux médias, les principales chaînes sont des individus, davantage que des médias. Vous suivez plus certainement
Norman ou Cyprien sur YouTube que vous allez suivre TF1 ou Allociné. C'est vrai d'Instagram aussi. Donc, la façon dont les contenus sont pensés si on veut toucher nos cibles nous amène sur un certain nombre de plateformes. C'est pas vrai que d'Instagram et de YouTube, mais à trouver des relais d'influence pour faire en sorte que les contenus soient nativement poussés et consommés. Sinon, on est obligé de passer par de la publicité. Ce qui m'amène à la dernière révolution, qui est en tout cas une conviction très forte chez Webedia, c'est qu'on a plus de chances sur le digital. Enfin, on a une forme d'obligation à passer par du contenu plus que du pur média. Les deux n'étant pas contradictoires, mais la logique qui consiste à fabriquer du contenu versus simplement fabriquer de la publicité se voit extrêmement bien, non seulement parce que les adblocks se sont extrêmement répandus, mais parce que le brand content a pris un peu la place du média traditionnel. Donc pareil, la façon dont on pense la manière de créer du lien entre un annonceur, entre une marque et une cible, nous amène à passer par le contenu, nous amène à passer par le mobile, nous amène à passer par le vidéo et le plus souvent nous amène à passer par de l'influence. Une fois que j'ai dit tout ça, ce changement de paradigme un peu permanent, parce que ces révolutions commencent à être datées, mais les prochaines sont déjà certainement en ordre de marche, ça nous amène à nous réinventer en permanence en fonction des nouvelles plateformes. Donc là, je vous ai plutôt parlé de plateformes un peu anciennes, mais nos médias aujourd'hui sont obligés de s'adapter à TikTok ou à Snapchat. L'exemple que je vous ai mis juste là, alors on est obligé d'embêter du YouTube, donc on est en format plus horizontal que carré. C'est un format qu'on a lancé, un format d'interview qui s'appelle Offscreen, qu'on a lancé sur notre média le plus jeune qui s'appelle Pure Break ou PRBK. Et c'est la chanteuse Weshden qui nous fait une interview qui a touché 5 millions de spectateurs en pur organique sur Snapchat. C'est un peu une révolution pour nous en considérant qu'on a un groupe média qui a une dizaine d'années, que Snapchat n'est pas du tout notre plateforme native. Je peux juste vous la montrer là en une dizaine de secondes que vous voyez un peu la typologie d'un format d'interview sur Snap. Si on clique dessus, normalement, elle se lance. Donc voilà, on est sur du format vertical, on est sur des fonds colorés, tout est sous-titré. On a un montage extrêmement nerveux, la vidéo n'est pas longue, c'est très habillé, ça bouge. Et là, faut évidemment imaginer que le contexte est un contexte de consommation avec le mobile dans la main, avec la vidéo qui prend l'intégralité de la taille de l'écran. Et sur un média qui est encore jeune sur Snapchat, puisque PRBK est encore sur une phase de test and learn permanente sur Snapchat, on arrive à faire des formats pure média, là en l'occurrence, que ce n'est pas un programme sponsorisé, qui vont toucher 5 millions de spectateurs sur Snapchat. C'est assez étonnant et évidemment, il faut comprendre la cible qui consomme Snapchat et lui proposer un contenu qui est adapté à ce qu'elle a l'habitude de consommer. Et donc, il faut imaginer que pour une rédaction d'un groupe média, c'est une transformation profonde. Les rédacteurs qui, il y a 10 ans, faisaient du web font aujourd'hui du mobile et de la vidéo plus que du texte. Donc la créativité est infusée dans absolument toutes les équipes de Webedia et le mouvement, c'est la vie sur Internet. Donc il faut remettre en question ses certitudes, faire du benchmark permanent et un format d'interview comme celui-là veut dire qu'on passe beaucoup de temps à regarder les codes d'une plateforme comme Snapchat. Un deuxième exemple, pareil, d'utilisation d'une plateforme récente. Alors, il faut cliquer sur le lien à gauche pour voir l'embed dans TikTok qui ne s'intègre pas nativement sur Google, ce serait trop facile. On est sur le rappeur Larry qui simplement va nous refaire sa choré sur TikTok. On est sur un format extrêmement court, on est quasiment sur un boomerang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a un peu de son, mais c'est surtout une image extrêmement rapide. Ce genre de format, on peut cliquer sur la flèche, il va se lancer en boucle. C'est le genre de format qui va faire 700 000 vues en organique sur, pareil, le média Pure Break au sein de la plateforme TikTok. Donc, encore une fois, c'est pas révolutionnaire dans sa production, c'est plus révolutionnaire dans la façon de penser le contenu, dans la façon de penser la manière dont on va s'adresser à une cible sur une plateforme aussi particulière que TikTok. Et c'est simplement pour vous montrer comment tous nos médias doivent s'adapter à ces logiques, comment les réflexes d'hier doivent être challengés par les modes de consommation de demain. Et je vous ai montré un autre exemple sur Allociné qui est tout bête. Allociné
a une position assez dominante dans l'univers de l'information autour du cinéma. De la même manière, Allociné doit réinventer sa façon de communiquer sur des nouvelles plateformes. Là, en l'occurrence, sur Instagram, l'idée, c'était d'imaginer un format extrêmement visuel, vertical et dynamique. Donc, pareil, on peut cliquer dessus pour se retrouver sur le post d'Allociné. C'est simplement une façon de fabriquer en story. Donc, vous connaissez le principe des stories. Là, on est sur une publication. Il suffit de cliquer au centre de l'image. Alors, pour revenir sur la slide précédente. Et là, en fait, on voit la façon dont Allociné va inventer sur un format vertical en story, donc avec une histoire qui est découpée en plusieurs. Ah, vous m'entendez toujours? C'est la magie des doubles appels. Oui? Oui, et on Super. te voit plus. Vous ne me voyez plus? Alors, je dois être à nouveau là, non? Oui, c'est bon. Génial. Donc voilà, une façon de décomposer une information. Là, on est vraiment sur l'illustration parfaite de la compréhension des codes d'une story Instagram. Encore une fois, les stories Instagram, la façon dont on les digère, ça a à peine 2 ans. D'autres codes vont arriver. Un dernier exemple sur Allociné, qui est vraiment nos sites les plus historiques, c'est la façon dont il suffit de cliquer sur le lien également, la façon dont on fait une espèce de hack du feed de Facebook pour proposer des formats créatifs. Donc là, on est sur du contenu qui est brandé. Là, en l'occurrence, c'est un contenu qui est sponsorisé par Netflix. C'est une façon de faire une mise en avant de leur dernière sortie en jouant avec le feed Facebook. Alors là, vous ne le voyez pas. Je pense qu'en cliquant sur commencer, il va se passer quelque chose. En tout cas, je prendrai le risque. Et si on clique sur l'écran à droite, là, si on clique sur l'image, je pense que vous allez voir. Là, si on fait juste un refresh pour monter et faire un refresh de la vidéo, pour monter juste sur la vidéo du dessus, en scrollant. On prend du guidage à la voix. Voilà, en fait, vous voyez que ça ressemble à un feed Facebook. Donc là, encore une fois, vous le voyez en BD dans une vidéo horizontale, mais imaginez ce qui se passe quand vous êtes en consommation verticale sur votre mobile. Ça ressemble à du feed, c'est pas du feed, c'est du hack. En fait, on est sur de la vidéo pour proposer des expériences un peu immersives, un peu étonnantes. On a l'impression que Netflix est en train d'hacker notre téléphone et notre feed Facebook. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre beaucoup de créativité. Je joue en permanence avec les codes et je vous montre juste une dernière slide et je vous inviterai à voir à quoi peut ressembler également la créativité pour nos médias et pour nos marques. C'est également le son. C'est-à-dire que le mobile est le device principal de la diffusion et la raison principale du succès des podcasts. Alors, un peu en France et beaucoup aux États-Unis, qui a un peu réinventé le format audio, pas forcément dans sa conception, mais dans son mode de diffusion et donc dans son mode de consommation. On pourrait se dire que le podcast ressemble à une émission radio, mais en fait, dans la façon dont il est consommé, c'est-à-dire en mobilité, avec la possibilité de binge-watcher, avec un rapport extrêmement intime sur des temps relativement courts pour de l'audio, mais relativement longs pour ce qu'on a l'habitude d'utiliser son mobile. Pareil, il nous montre comment le mobile peut nous inviter à repenser des contenus, à repenser des formats pour des marques. Et aujourd'hui, le mobile nous permet de faire le grand écart entre l'extrêmement fugace esthétique qui s'appelle Instagram ou TikTok, où en une image, en une vidéo de 3 secondes, il faut être capable de raconter quelque chose d'extrêmement impactant. Et au l'autre bout du spectre, on a l'audio. Tout d'un coup, on est capable d'accepter avec son mobile de ne plus avoir d'image, de rester 15 minutes, 20 minutes avec un contenu qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus lent. Et c'est tout ce champ des possibles qui amène un groupe comme le nôtre, qui joue à la fois avec des contenus de marque et à la fois avec des médias, à se réinventer en permanence et avoir la créativité au cœur de notre moteur si on veut continuer à rester dans cette danse digitale assez folle dont le mobile est aujourd'hui le principal outil. Et j'en ai terminé. Et je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup, Romain. Super intéressant cette discussion et ces échanges sur la créativité. Et avec cette
cette profondeur qu'il y a sur la créativité d'un média aujourd'hui, je pense que tout le monde a appris des belles choses. Je reprends donc la suite là-dessus pour faire des bonnes pratiques de la création mobile. Alors moi, ça va être beaucoup plus axé sur la publicité, parce que bien que le brand content, évidemment, soit porteur et se développe énormément, est un des moteurs de la publicité aujourd'hui. La publicité en tant que telle, traditionnelle, j'ai envie de dire, doit aussi se réinventer sur le mobile, ce qui n'est pas tout le temps évident. Et donc, voilà, le but, c'est de présenter ici les premières, quelques bonnes pratiques qu'on a pu constater avec les différents membres pour donner, aider à inspirer et rappeler que voilà, les bases sont toujours importantes pour pouvoir être efficace. Donc déjà, qu'est-ce que la créativité? Parce qu'effectivement, on se dit qu'est-ce qu'il faut être créatif. La créativité, à notre sens, c'est être le plus impactant possible en s'adaptant aux contraintes que l'on a dans le but d'être le plus efficace possible. Donc c'est ça aussi, puisque effectivement, la créativité, il faut rappeler que ce n'est pas juste d'être le plus beau. C'est, comme vient de le dire Romain, comme on l'a dit, comme on va le dire plusieurs fois aussi par la suite, c'est de s'intégrer nativement dans les choses. Donc il y a une contrainte du média, du device. Il y a après les contraintes traditionnelles de budget, de territoire, etc., etc. Donc, quand on parle du mobile, évidemment, c'est un média qui est particulier, un device qui est particulier, plus qu'un média, parce qu'il est intime, c'est une extension de nous-mêmes, on l'a toujours sur nous, on le regarde tout seul, donc c'est quelque chose qu'on partage et en même temps qu'on protège. Il est polyvalent parce qu'on peut à la fois maintenant regarder des bandes annonces de ciné, regarder ses mails, parler à ses amis qui sont à l'autre bout du monde, réserver une place de ciné, aller chez le médecin. Enfin, on peut faire énormément de choses. Ça implique aussi des comportements différents. Et puis, il y a une contrainte forte en termes de publicité, évidemment, c'est la taille de l'écran. Donc déjà, la position de l'écran, puisque maintenant, effectivement, c'est plus vertical qu'autre chose. Et puis la taille, qui est déjà aussi un peu plus petite. Donc, ce device particulier va emmener des langages particuliers, évidemment. Donc, ça, c'est la slide suivante. Alors, la première chose, ça, c'est aussi les bases du digital. Mais avec le mobile, ça s'accentue encore plus. C'est qu'on est tous très impatients devant nos écrans digitaux, et notamment vers l'écran mobile. Donc, une publicité qui s'affiche, enfin même une publicité ou même un message, un contenu, n'importe lequel, qui s'affiche en plus d'une seconde, c'est déjà fini. Donc, c'est important déjà de penser ça et d'avoir ça en tête, parce que ça, c'est une première contrainte forte de se dire, voilà, il faut que tout ça soit intégré de manière native et assez légère pour que la diffusion concrète se passe bien, car les internautes et mobinautes sont extrêmement volatiles. Donc ça, c'est une première chose qu'il est toujours bon de rappeler. La deuxième chose qui demande un langage particulier, effectivement, c'est que moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande variété des usages, ce qui veut dire qu'il y a des différents contextes. Donc, effectivement, ce n'est pas pareil de cibler quelqu'un quand il est en train de jouer à un jeu vidéo sur mobile, ce qui est un des usages principaux du mobile juste après les réseaux sociaux. Ce n'est pas pareil de le voir quand il est dans une vidéo. Ce n'est pas pareil quand il est en train de partager des vidéos avec des amis à une terrasse de café, ou quand il est en train d'être tranquillement chez lui à scroller son feed pendant des heures sur son canapé. Donc ça, c'est une première chose déjà, et il faut bien essayer de comprendre les différents contextes qu'on a, comme n'importe quel média au final. Et effectivement, vu qu'il y a une grande variété, ça demande aussi de bien, enfin, voilà, une agilité un peu plus importante que sur les autres médias. Et puis après, quel moment tout ça c'est lié? Effectivement, c'est pas, non, c'est toujours la salle d'avant, voilà. C'est pas pareil de toucher quelqu'un qui est à sa pause clope au travail et quelqu'un qui est en train d'attendre le bus ou quelqu'un qui est dans son salon tranquillement. C'est des contextes où on est plus ou moins réceptif, des contextes où on est plus ou moins actif, mais c'est toujours des contextes qui peuvent être intéressants pour une marque de toucher. Parce que, en tout cas, c'est des opportunités de voir. Notamment tout ce qui est usage en mobilité, qui est quelque chose de fort, évidemment, sur le mobile. Mais rappelons quand même que le mobile, on l'utilise beaucoup chez soi aussi, beaucoup quand on est non en mobilité. Et c'est vrai que les usages en mobilité, apportent des opportunités qui sont assez uniques par rapport aux autres médias. Donc, sur la slide suivante, le dernier élément, c'était un petit écran. Donc, effectivement, c'est un petit écran. Mais par contre, dans cet écran et dans cet écrin,
il y a énormément de technologies, évidemment, qui sont uniques et qui peuvent faire que ce média apporte des opportunités que personne d'autre, aucun autre média ne peut apporter. Alors l'interactivité, déjà sur le digital, on peut en avoir. Alors c'est largement décuplé et simplifié surtout avec le mobile, puisqu'il n'y a plus l'usage d'une souris, c'est vraiment tout avec le doigt, quelque chose de très intuitif. Il y a les technologies liées à la géolocalisation. Donc on a vu tout ce qui est Drive to Store est éminemment clé, mais c'est vrai que dis-moi où tu es et je te dirai qui tu es. Donc c'est aussi comprendre encore une fois, où on est, qu'est-ce qu'on fait, nos parcours au quotidien qui ont une importance et qui peuvent être une opportunité forte. Et évidemment, des technologies assez uniques comme tout ce qui est réalité augmentée, surtout plutôt que réalité virtuelle, où là aussi, ça se développe de plus en plus. Et voilà, on va voir quelques exemples. Donc voilà, ça c'était pour rappeler un peu les grands ensembles et que effectivement déjà le mobile est particulier, comme chacun des médias va l'être, et qu'il faut avoir un regard particulier là-dessus. Donc voilà, ici on voulait donc partager un peu les best practices qu'on a pu compiler à travers ces différents mois avec le groupe de travail sur la créativité. Donc la première, roulement de tambour, la création mobile doit être avant tout au service de l'objectif de communication. Alors ça, on peut dire que ce n'est pas lié à la création mobile, mais il nous paraît important de continuer à le notifier. On peut passer à la slide suivante. Parce que souvent, on nous demande encore, nous, est-ce que je peux faire une campagne où on va parler à un prospect, et puis on va faire connaître sa marque, et puis on va présenter son produit, puis je voudrais aussi qu'il y ait un clic, et puis je voudrais aussi qu'il achète directement. Donc évidemment, tout ça, là, on a parlé complètement du funnel d'acquisition. C'est bien, mais ça ne se fait pas en un coup, évidemment. Même si le digital peut tout mesurer, ce n'est pas en une création, notamment mobile, qu'on va pouvoir tout faire. Donc, il ne faut pas se tromper. Et si on passe sur la slide suivante, il faut vraiment bien associer le type de création au type d'objectif qu'on veut atteindre. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai voulu parler et remettre au départ une définition de la créativité qui avait pour but d'apporter un impact au service d'une efficacité. Donc, effectivement, être créatif pour générer des vues, comme le disait Romain, ce n'est pas la même chose que d'être créatif pour générer du trafic. On ne va pas penser la publicité pareil si on veut faire si on veut travailler l'image de marque à travers du brand content ou si on veut générer du trafic qualifié sur un site de e-commerce. Donc voilà, ça paraît évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. Moi, ça m'est encore arrivé il y a encore quelques mois où sur nos formats, alors chez Sublime, on a des formats très interactifs, mais ces formats très interactifs, justement, ils sont faits pour amener le contenu là où est l'utilisateur. Et donc, pas pour générer du clic, mais pour générer du temps passé. Et à la fin de la campagne, le client dont je tairai le nom m'a dit c'est bien, mais ça n'a pas généré beaucoup de clics. Donc voilà, donc c'est important de le rappeler parce que avec les autres membres du groupe de travail, on a pu avoir ce genre d'expérience assez régulièrement, moins souvent maintenant, mais voilà, donc c'est important de rappeler que avant tout, la créativité est au service d'un objectif. Voilà. Ça paraît parfois contre-intuitif, mais c'est important de le rappeler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est clé aussi, c'est que la création mobile doit évidemment respecter l'utilisateur. Donc, si on continue sur les slides, voilà, on a parlé un peu des adblocks précédemment. Enfin, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler aussi. Donc, de par nature, en plus, le mobile, comme sur le digital, on était déjà un peu plus sensible. Sur le mobile, qui est un média encore plus intime, on va l'être d'autant plus. Mais alors, ça veut dire que c'est quoi d'être user-friendly? C'est la question. Alors, ça, c'est la page suivante. La première chose, c'est de s'intégrer nativement dans un environnement. Voilà. Donc, quand on parle de pub, évidemment, les réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux sont ceux qui ont démocratisé, en tout cas, ces formats. Voilà, donc, effectivement, s'intégrer dans un flux, reprendre les codes, ça, c'est des choses qui sont importantes pour comprendre et respecter l'utilisateur. Et le deuxième grand pas, c'est aussi, pour respecter l'utilisateur, de ne pas recouvrir le contenu. Une publicité peut être, contrairement à un brand content un peu plus identifié. Là, l'exemple qu'on voit, c'est clairement, voilà, il y a une publicité qui est au-dessus du contenu, qui est autour du contenu et qui vient l'accompagner, ne pas le recouvrir. Voilà. Ça, c'est aussi une autre façon d'être user-friendly et qui est important. La pub est identifiée. On sait que de toute façon, les médias ont besoin de ce business model
pour exister et les utilisateurs l'entendent si effectivement ça ne perturbe pas leur expérience. Donc déjà, le choix des formats est important. Troisième chose qui est au cœur un peu de ces bonnes pratiques, c'est comme il a été dit aussi précédemment, la création mobile doit favoriser l'engagement. On est sur un média qui est très proche des gens et donc on a beaucoup de capacités pour créer cet engagement. Donc, si on va à la suite, pour rappeler déjà, en termes de contenu, quand on veut faire quelque chose, qu'est-ce que recherchent les gens? Ils recherchent essentiellement trois choses. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais ils cherchent à se divertir, ils cherchent à être inspirés et ils cherchent à apprendre différentes choses. Donc, ça, c'est en général ce qu'on va rechercher. Donc, évidemment, si on reprend ces éléments-là dans une campagne de publicité, ça va favoriser l'engagement et ça va favoriser le reprendre. Et là, je reprends aussi ce qui a été dit précédemment. Même si la publicité est vue comme est clairement identifiée comme une publicité, il faut que le message diffusé soit intéressant et donc reprenne un peu plus les codes des contenus. Alors, comment on va pouvoir le faire et l'adapter à travers quelques exemples? Là, un premier exemple, si on lance la vidéo, si on peut lancer la vidéo de démo, voilà. Là, on voit tout simplement, comme je disais tout à l'heure, où on va pouvoir apporter en fait du contenu et justement là, apprendre de manière ludique, de manière intégrée et de manière à ne pas retirer l'expérience de l'utilisateur. Il était sur un site web, là on lui propose d'aller plus loin. Ça reprend les codes justement des réseaux sociaux, ça reprend les codes de tout ça pour montrer le contenu et que proposer à l'utilisateur quelque chose. Donc ça permet de favoriser l'interaction avec la marque, le temps passé et du coup de créer un lien plus fort avec cette marque. Donc ça, c'est un premier exemple, on va dire, entre guillemets, le plus classique. Là, un autre exemple qui devient un peu plus ludique, donc fait par Adludio aussi, un des membres, où là, en fait, donc, on va commencer à un peu plus jouer. Alors là, c'était pour la BMW série 3, qui mettait en avant le fait que justement la voiture puisse faire de manière automatique les 50 derniers mètres qui avaient été faits de manière en avant. Et donc, l'utilisateur peut jouer et c'est après cette interaction que va être lancée la vidéo pour là aussi favoriser l'engagement et avoir un peu le consentement quelque part de l'utilisateur. Donc ça, c'est des pratiques aussi qui sont très, très intéressantes sur la mobile. Autre exemple, par la suite, voilà, ça c'était un exemple. Ah, non, il n'y a pas de vidéo. C'était l'exemple d'avant. Hop, hop, hop. Encore avant. Voilà. Autre exemple, là c'est juste une capture d'écran parce que je n'ai pas pu avoir de vidéo. Mais ça, c'est un format qui a été développé par Gameloft Advertising, aussi membre de la MMA. Et je le trouvais intéressant puisque c'était en fait un petit blind test au final. Là, on n'entend pas, mais donc on entend la musique qui tourne. Il faut savoir qui c'est. Et il y a une dizaine de chansons. Et voilà. Là, c'était pour mettre en avant les services de Deezer. Je trouve ça très intéressant aussi, puisque là, encore une fois, on divertit les utilisateurs de manière ludique, intéressante, et qui est liée évidemment aux produits qu'on veut pousser. Donc ça, c'est vraiment ce qui favorise l'engagement par rapport à l'interaction et toute l'interactivité que peut proposer le mobile. Une interactivité que je voulais mettre en avant, alors là, c'est une vidéo qui l'interprète, mais c'est quelque chose qu'il faut ressentir normalement, c'est aussi les technologies uniques que propose le mobile. Alors, une des technologies qui est assez unique et qui n'est pas tout le temps utilisée, c'est la technologie haptique. Donc, la technologie haptique, c'est les technologies qui permettent de faire vibrer le téléphone. Et donc là, c'est l'exemple d'une campagne qui a été faite aux États-Unis. Ça remonte déjà, c'était il y a 1 an et demi ou 2, où justement, on voit quelqu'un qui utilise un shaker et en même temps que la personne était shakée, le téléphone vibrait en même temps. Donc là aussi, c'est l'utilisation de technologies qui est intéressante pour accentuer, approfondir le message. Il y a eu ce genre de technologie a aussi été utilisée dans des publicités pour voitures où en fait le téléphone vibre en même temps que le moteur se déploie, on va dire. Donc voilà, c'est à utiliser évidemment avec parcimonie et avec intelligence, parce qu'on ne va pas faire vibrer le téléphone tout le temps, parce que ça devient très intrusif. Mais quand c'est bien utilisé, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes et qui permettent d'utiliser toutes les forces du mobile.
Autre technologie, évidemment, largement et de plus en plus utilisée, c'est tout ce qui sont les technologies de réalité augmentée. Donc là, c'est un exemple de Snapchat, évidemment, qui sont ceux qui ont démocratisé ces éléments-là. Donc là aussi, c'est en soi, la première fois que vous avez dû voir ça aussi, vous vous êtes dit, bon, bah, on fait des filtres. Le premier qui avait été lancé, c'était un filtre avec où on se mettait une tête de tacos géant aux États-Unis. Ça paraissait étrange. Aujourd'hui, bah, tout le monde joue avec les filtres. Les filtres, c'est un moment aussi de passer du temps avec la marque. Là, c'est des choses où il y a plusieurs secondes, voire plusieurs minutes où l'utilisateur va passer du temps avec. Et là aussi, c'est quelque chose de quasiment exclusif sur le mobile. Parce que autant de technologie est potentiellement possible sur un ordinateur, mais beaucoup moins intuitive. Là aussi, ça va être plus natif que le reste. Donc voilà, ça c'est les technologies. Et puis bah, l'exemple ultime qui a été un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette campagne, c'était une campagne Netflix qui était aussi sur Snapchat, où là justement ça emploie la force du contenu des différentes séries Netflix, l'utilisation native d'une technologie, puisque c'est le face swapping, où en fait euh, on peut changer de visage avec son copain ou sa copine. Je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez déjà joué à ça, mais c'est assez drôle. Et donc là, Netflix a mis une campagne en ligne, ça c'était aussi l'année dernière, je pense, il y a 2 ans, où sur des affiches dans la ville, il y avait les principaux héros qu'on voit ici, des campagnes de Netflix, des séries de Netflix, et on pouvait voilà, avoir un face swapping là-dessus. Donc, face swapping avec son héros préféré de ses séries préférées. Donc ça, voilà, ça c'est une campagne, je trouve, ultra créative, qui utilise la technologie, qui utilise les codes du mobile, des réseaux, de la façon dont les jeunes parlent aujourd'hui, et qui a généré énormément de vues et de buzz à l'époque. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de créer l'engagement. C'est vraiment quelque chose de clé. Donc créer l'engagement, encore une fois, ça revient par utiliser les forces du mobile, à savoir interactivité et ces technologies uniques. La création mobile doit aussi personnaliser ses messages. Alors là aussi, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus sur le digital, mais là encore, le média mobile étant de plus intime, faut faire, il offre des opportunités qui sont plus fortes, notamment par la géolocalisation. Donc ça, c'est évidemment quelque chose, parce qu'on pense souvent géoloc pour le Drive to Store, et évidemment que c'est une des utilisations principales, mais effectivement, en fonction, comme je disais tout à l'heure, en fonction de là où on est, enfin du parcours qu'on fait, on va pouvoir comprendre un peu qui sont les utilisateurs, quelles sont leurs habitudes, s'ils passent tout le temps devant un ciné, s'ils passent tout le temps devant un concessionnaire, etc. On peut dresser des profils de manière RGPD compliante, évidemment, et du coup comprendre les moments dans lesquels on va le toucher. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pareil de toucher quelqu'un quand il est en train d'attendre le bus que toucher quelqu'un quand il est chez lui, tranquille, dans son salon. C'est des moments différents, mais qui sont des opportunités pour chacune. Évidemment, la personnalisation passe par prendre en compte les interactions passées entre l'utilisateur et la marque. Ça, c'est tout ce qui est aussi les technologies de DCO. Sur le mobile, ça se développe beaucoup et on encourage de plus en plus parce qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait que si on a déjà cliqué sur quelque chose, si on a déjà montré un intérêt, il ne faut pas montrer le même message tout le temps. Voilà, c'est la base. Et enfin, prendre en compte le fait que l'utilisateur n'est pas interagi avec tel ou tel message. Donc, soit on lui martèle toujours le même message, soit on voit que ça n'a pas marché, on va lui proposer autre chose ou on arrête de lui proposer. Mais il faut aussi le prendre en compte. Voilà. Dernier point rapide, du coup, parce que je suis un peu à la bourre, tout ce qu'on me dit. Donc, la création mobile doit être pensée dès le processus créatif. Donc là, c'était une petite vidéo. Alors, on va avancer vite. Là, on lance la vidéo. Je vais vous demander de savoir quand est-ce que vous skipperiez cette vidéo. C'est rapide.
On n'a même pas le son là. Donc, voilà. Donc là, moi, j'aurais skippé, personnellement. Voilà. Donc là, on peut passer la slide suivante. Ce que je voulais dire par là, c'est que avant, on faisait des vidéos. En plus, là, c'est un vieil exemple, c'est fait un peu exprès, pour la télé. Donc, on avait le temps de narrer une histoire et d'avoir une conclusion. Aujourd'hui, avec la vidéo, par exemple, et les façons dont sont consommés les contenus, on n'a plus le temps de faire ça. Donc, il y a aussi des choses qu'il faut intégrer dès le départ. Donc, un logo. Là, on ne sait pas de quoi ça parlait. Voilà, c'est une pub pour Heinz. Voilà. Quelque chose de catchy. On a quelques secondes pour attirer l'attention. Comme on disait précédemment aussi, il faut attirer l'œil. Des vidéos avec le titre, le sous-titre et le son off par défaut surtout. Pensée verticale, évidemment, c'est important. Donc, tout ça, ça veut dire, si on passe à la slide suivante, parce que penser vertical, avoir les bons assets, ce n'est pas forcément évident et il faut le penser en fait dès le départ, dès qu'on tourne des vidéos. C'est en ça que je dis qu'il faut penser le mobile dès la conception de la chose. Là, c'était un exemple, on ne va pas montrer la vidéo, c'est un exemple où Renault avait pensé complètement une campagne de communication que en vertical, comme quoi c'est aussi possible et que le mobile s'intègre partout. Voilà, pour aller plus loin, il y a la chaîne de la Mobile Marketing Association France où vous pouvez retrouver la playlist pub mobile et créativité avec tous les tips, les interviews et voilà. Ça c'est le résumé et je passe la main à Jérôme. Oui, merci beaucoup Martin pour ces éléments. Je reprends donc le micro pour la dernière partie de cette matinée, de ce petit déjeuner où on va faire la présentation, la révélation des lauréats et des gagnants des premiers Mobile Creative Awards. Donc on va avancer avec le slide, je crois, sur le jury. Donc on va remercier rapidement Isabelle Boulanger, Hélène Chartier, Martin qui était là, Romain qui était là, Pierre-Emmanuel Cros, François Deltour, Séverine Dumont, Vincent Fillon, Jean-Philippe Gallet, Charlotte Jourdan, Laurent Landel, Julie London, Florent Marietti, Véronique Piquant, Catherine Réjeux, Nicolas Riel, Marie-Caroline Royer, Alban Schleninger, Mathieu Tebos et Vadim Wichmann d'avoir analysé tous les dossiers qu'on a reçus. Donc, c'était un jury extrêmement complet avec des professionnels reconnus du marketing digital. Slide suivant. On va également remercier toutes les entreprises qui ont fourni des dossiers. On a reçu 17 dossiers. Donc, une fois de plus, merci à Audion, Innovate, Jellyfish, Mozu, Augury, Orange, S4M, Sublime, Vectory, Addict et encore Mozu donc, pour avoir soumis ces dossiers créatifs. Et on va donc, dans quelques instants, vous présenter les 3 trophées. Slide suivant. Donc, on a un trophée bronze, un trophée silver et un trophée gold à remettre ce matin. Et donc, il est temps de révéler le gagnant du trophée bronze. Alors, qui était le gagnant? C'est Mozu pour Showroom Privé. On peut les applaudir virtuellement. Je ne sais pas comment on peut faire ça avec Zoom. Et en tout cas, on va inviter Nicolas Giraud, Margot Van de Putte et Jordan Rouxel à allumer leur micro, à me rejoindre virtuellement Bonjour à tous. Pour un petit tour. Bonjour. Et bonjour à tous les 3. Et on va regarder peut-être juste avant, Julie revient un coup en arrière, la vidéo effectivement de ce prix. Alors, c'était une campagne pour Showroom Privé, un grand nom de la mode qui a tourné il y a quelques jours, je crois, pour les French Days et qui permettait de découvrir des produits vendus sur Showroom Privé. Et je crois des produits de jeunes créateurs français qui étaient partenaires de la plateforme. Nicolas, Margot, Jordan, vous êtes là tous les 3? Oui. Oui. Alors peut-être un premier mot, félicitations pour ce prix. Merci. Bravo en tout cas pour cette campagne. On va peut-être commencer par une présentation rapide. Margot, Jordan, je disais Showroom Privé, un grand nom français de la mode sur Internet. Comment on se présente? Ouais, on est une société qui a été fondée en 2006, donc on a déjà 14 ans, donc fondée par Thierry Petit et David Dayan. Qui viennent vraiment de 2 univers différents. Thierry Petit qui est plutôt ingénieur de formation et David Dayan plutôt tout ce qui est dans les achats, tout ce qui est commercial, on va dire.
Et en fait, c'est un site qui repose sur le modèle de vente privée et on propose entre 20 et 50 nouvelles ventes chaque jour. Ce qui est important de savoir aussi concernant Showroom Privé, c'est que tous nos employés, on va dire, sont en France. On a environ 1000 employés. Et même l'équipe DSI est en Vendée. Donc, on n'externalise pas à l'étranger tout ce qui est développement. Tout est en France. Et c'est important, en fait, après, pour ce qui est… D'accord. Alors, en tout cas, vous êtes une société qui est habituée à vendre sur Internet depuis, vous le disiez, 14 ans, avec plutôt une culture héroïste, plutôt une culture perf, mais pour cette campagne sur les French Days, vous avez voulu faire les choses un petit peu différemment. Oui, exactement, parce qu'en fait, juste pour rappel, les French Days, c'est un événement qui a 2 ans et qui avait pour but à la base de concurrencer un petit peu la Black Week, le Black Friday américain. Et en fait, ici, on a voulu voir un petit peu les choses différemment parce on sortait d'un contexte un peu difficile où, voilà, avec la crise du Covid, etc., on sortait un petit peu du confinement. On n'avait pas forcément envie de communiquer sur acheter à tout prix. On avait envie de mettre en avant un petit peu notre incubateur, parce qu'en fait, voilà, Showroom Privé, un incubateur Look Forward, lancé en 2015, et donc les startups qu'on met en avant dans cet incubateur. Donc concrètement, c'est des jeunes créateurs français que vous avez souhaité mettre en avant. Exactement, oui. En fait, on doit être à la 4e ou la 5e promotion, je ne sais plus exactement, mais on va avoir des startups qui vont faire des chaussures avec des semelles en pneus recyclés. Voilà, donc, c'est vraiment des startups qui ambitionnent de transformer un petit peu les manières de produire, distribuer, consommer la mode et la beauté. Donc, une mode un petit peu différente, il fallait une communication, une publicité un petit peu différente? Oui, exactement. C'était aussi vraiment pour montrer, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour dire, voilà, ne pas forcément pousser à la consommation, mais montrer qu'en fait, on soutient et on s'investit de manière importante au niveau français en aidant des startups aux valeurs fortes. Et puis, on va dire que sur la partie, pourquoi on a choisi le format mobile, c'est qu'en fait, nous, 80% de notre trafic est mobile. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi des formats innovants et vraiment sympas que Mozu nous a fait, quoi. Nicolas Giraud, directeur commercial de Mozu. Donc, quand vous avez reçu le brief de Showroom Privé, comment vous avez réagi et quelle a été la réponse concrète et créative de Mozu? Oui, bonjour à tous. Merci. Déjà, ravi d'avoir eu ce prix. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Simple petit rappel sur qui on est. On est la nouvelle génération des spécialistes de la pub digitale qui utilisons la créativité pour générer de l'engagement pour les marques. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire ce matin. La base de la réflexion, elle a commencé par savoir quel était le format le plus adapté pour ce genre d'activation. Donc, dès la réception du brief, on a reçu des assets créatifs de la part de l'agence intégrée chez Showroom Privé. Car en effet, c'est prouvé, les campagnes créatives sont plus rentables et c'est en concevant des expériences publicitaires engagées, créatives, audacieuses, fraîches que on arrive à maximiser l'engagement, la mémorisation et même les visites sur site ou en magasin. Donc, c'était une conception totalement sur mesure, en accord avec la direction artistique préalablement conçue au sein de la marque. On voit une espèce de petit drapeau qui était aussi utilisé dans l'emailing, je crois. Puis la validation de l'intention créative par la suite. D'un point de vue un petit peu plus média et très rapidement, c'est une campagne qui a été menée et orchestrée en 2 temps par notre équipe de commerciaux chez nous, Thibaut Brésillon et Mathieu Mazard, avec 2 phases. La première, une phase de teasing. Il faut savoir que sur le site de Showroom Privé, les marques sont disponibles à des dates précises de lancement de vente privée. Donc cette phase de teasing, elle annonçait les marques présentes sur le site, des marques françaises en l'occurrence, qui permettait aux utilisateurs de voir quelles allaient être les ventes présentes sur le site pendant les French Days. Et on enchaînait sur une phase de communication qui, elle, redirigeait directement vers le site de Showroom pour que les mobinautes puissent consulter les ventes en ligne. On poussait 3 produits sur ce format. Multilayer, qui est un format propriétaire Mozu qui nous permet d'imaginer et de répondre aux problématiques de notoriété et d'attention des marques. C'est moins intrusif qu'un interstitiel. C'est un format qui s'anime uniquement au scroll de l'utilisateur et qui est présent en bas de page, donc au-dessus de la ligne de flottaison. Et l'effet parallaxe permet d'engager l'audience en lui laissant le choix de découvrir plusieurs produits ou services. Et de fait, l'utilisateur passe de spectateur à acteur de la publicité immédiatement.
D'accord, donc des formats évidemment spécifiques comme le parallaxe à l'écran du mobile. Jordan, c'était quoi pour vous les KPI sur cette campagne? Puisque là, il s'agissait surtout voilà, d'augmenter la notoriété de Showroom Privé et de faire découvrir cette spécificité de ces jeunes marques sur votre plateforme. C'était principalement, on va dire, le reach, mais après, je vais laisser Margot en parler parce que c'est elle qui a géré vraiment de manière opérationnelle cette partie. Margot, bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le prix. On est très contents. Pour vous en dire un peu plus du coup sur cette partie KPI, c'est vrai que pour nous, l'objectif de cette campagne, c'était d'être vu et d'être vu notamment sur ce nouveau message qui était de mettre en avant notre startup et notre incubateur. Donc, on voulait faire générer des impressions, un volume d'impressions et toucher des personnes. Donc, on allait aussi regarder le reach pour ça. Après, Mozoo nous a aussi amené à voir d'autres KPIs de branding qu'on n'avait pas forcément l'habitude de suivre de notre côté, qui était le taux de visibilité et le temps passé sur le format. Ça nous a permis aussi du coup d'avoir une idée un petit peu qualitative derrière cette campagne de si les gens étaient restés longtemps ou pas sur nos formats. Et finalement, même si ce n'était pas l'objectif principal, on s'est rendu compte qu'on avait généré beaucoup de clics sur cette campagne et in fine beaucoup de trafic sur le site. Pareil, un trafic qualifié avec un bon taux de rebond, un bon temps passé. Donc, on était très satisfait aussi de la partie performance finalement de cette campagne créa. C'est un message qu'on pourrait faire passer aux marques. Il ne faut pas opposer créativité et performance. Une marque plus connue permet de mieux vendre? Oui, tout à fait. Nous, c'est un peu le pari qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a aussi contacté Mozoo. C'est pour aussi développer cette image de marque et maintenant faire aimer notre marque à travers aussi des formats beaucoup plus qualitatifs. D'accord. Une dernière question. On voit que désormais, la pub mobile dépasse la pub télé en investissement. Est-ce que ça aura un impact aussi sur la communication en étant mobile first au niveau des technologies, avec par exemple la réalité augmentée, en étant aussi sur des nouvelles écritures vraiment pensées nativement pour cet écran? Nicolas ou Jordan? Ouais, côté Showroom Privé, en fait, c'est un peu un switch qu'on a déjà fait, on va dire, en 2020, où avant, on avait des beaux budgets sur la télé. Je pense que vous connaissez un peu tous nos pubs télé. Et en fait, depuis 1 an ou 2, il y a une difficulté de mesurer un petit peu l'impact réel des pubs télé, alors que ce n'est pas vraiment le cas en fait sur le online, où on va pouvoir mesurer le reach, le trafic, etc. et aller très très loin, même jusqu'à la vente. Donc du coup, en fait, il y a déjà un switch qui s'est fait en début 2020 où on a donné un budget plus important au branding online. Et en fait, l'idée derrière, c'est déjà trouver une nouvelle façon de communiquer, plus innovante, diversifiée, via des stories sur Facebook, Snapchat, Instagram. Donc la bonne nouvelle, c'est que Mozoo va pouvoir vous accompagner sur cet écran, n'est-ce pas Nicolas? Puisque tous ces sujets-là, toutes ces technologies-là, vous les connaissez bien. Oui, j'espère. Pour compléter les propos de Romain de chez Webedia ou de Martin de chez Sublime, qui en parlait tout à l'heure, le constat est sans équivoque, les modes de vie ont changé, l'attention des consommateurs a chuté. On voit à peu de choses près 1200 publicités par jour, dont 300 en digital. Il faut absolument revenir aux fondamentaux de la publicité. Seule la créativité peut générer de l'attention, de l'intérêt, de la mémorisation, de la confiance, des émotions, tout ce genre de choses. Donc, merci à Showroom Privé pour leur confiance. La créativité génère de la performance. Showroom l'a bien compris et bravo pour leur audace. Très bien. Bon, en tout cas, merci Nicolas pour ce témoignage. Merci Jordan. Merci Margot de Showroom Privé. Et puis bravo à tous les trois pour ce prix, en espérant que vous continuerez de candidater avec les prochaines campagnes que vous réaliserez ensemble sur mobile, puisque les Mobile Creativity Awards auront d'autres éditions prochainement. Merci. On va passer au prix Silver. Roulement de tambour. Donc, on a le deuxième prix désormais, le prix Silver. On rappelle qu'on a eu 17 dossiers qui ont candidaté et les gagnants sont Orange Advertising et la sécurité routière. Stéphane d'Orange, je vous invite à allumer votre micro et on va regarder tout de suite votre petite campagne. On va voir s'il y a le son qui se déclenche.
Mais n'hésitez pas à reproduire le son avec votre bouche. Donc, c'était rappeler le contexte un peu, une campagne pour la sécurité routière, hein, c'est ça? Ouais, c'est dommage, on n'entend pas le son du coup. Ce matin, effectivement, il s'agit d'une campagne pour la sécurité routière quand on opère maintenant depuis plusieurs mois au sein de notre éditeur exclusif Via Michelin, voilà, avec qui on collabore depuis maintenant plusieurs années. Et c'est un format donc audio qui se déclenche au moment où l'utilisateur lance son itinéraire pour l'alerter justement des dangers qu'il peut rencontrer sur la route et également lui véhiculer certaines bonnes pratiques pour le prémunir avant son départ. Très bien. En tout cas, Stéphane Bourse, directeur de la publicité d'Orange Advertising, félicitations pour ce prix Silver. Donc, vous nous disiez, vous avez fait cette campagne pour la sécurité routière. Donc, malheureusement, les vacances d'été commencent déjà. Je crois qu'ils ne pouvaient pas se libérer ce matin. Mais est-ce que vous pourriez nous réexpliquer en quelques mots quelle était la problématique de votre client? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tenais à dire tout d'abord que nous sommes honorés chez Orange d'être avec vous ce matin pour récupérer donc ce prix qui récompense la créativité mobile de nos équipes. Donc, pour me présenter, moi, je suis Stéphane Bourse, directeur de publicité et en charge de l'entité Orange Ad Factory, entité donc spécialisée sur les opérations spéciales et la gestion des éditeurs externes exclusifs avec lesquels on fait énormément de mobile et de drive to store. Je vais donc avoir un peu la lourde tâche de présenter le client qui n'est pas avec nous ce matin et qui m'a chargé de vous prier de les excuser. En fait, il faut dire que le contexte étant encore particulier et surtout les grands départs se profilant ce week-end, leur agenda est très chargé. Voilà. On comprend les excuses, évidemment. Qui sont vraiment préoccupés par cette tâche à l'heure où on se parle. Voilà, donc juste pour parler de la sécurité routière, c'est une délégation en fait qui appartient au ministère de l'Intérieur, qui a été créée en 1982, que maintenant je pense les Français commencent à bien connaître et qui a pour mission première en fait de rendre nos routes plus sûres, d'éviter les dangers et surtout de réduire la mortalité sur l'ensemble du territoire français. Voilà. En ce qui concerne cet annonceur, donc c'est un annonceur avec lequel nous travaillons et nous collaborons chez Orange Advertising depuis 2013 et notamment avec nos sites éditeurs et Via Michelin. Alors évidemment, Stéphane, on ne peut pas regarder l'écran de son téléphone quand on conduit. La sécurité routière en a évidemment conscience. Donc, quel était le brief et quelle a été la réponse d'Orange Advertising à cette problématique un peu particulière? Alors, le brief, en fait, il était finalement assez simple. C'était comment pouvoir interpeller, je dirais, les usagers de la route dans leur globalité, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou alors motards et également piétons. Donc, on s'est tourné tout simplement vers Via Michelin, avec qui on collabore depuis plus de 10 ans, une éternité vraiment sur le digital, et dont on commercialise les espaces publicitaires de manière exclusive. Nous avons donc imaginé un dispositif au départ qui était multi-device, desktop, mobile, tablette, donc à partir de 2013, avec des messages textes qui venaient s'insérer le long de l'itinéraire ou au début de l'itinéraire que va requêter du coup l'usager de Via Michelin. Ça, c'était en amont évidemment du trajet automobile. Exactement. Ce message était en amont, était aussi ciblé par rapport aux moyens de locomotion. Si je suis en voiture, je vais avoir bien sûr des bonnes pratiques qui vont m'interpeller pour mettre ma ceinture ou faire une pause toutes les 2 heures, par exemple. Si je suis motard, on va me proposer et on va me demander de mettre mes gants parce que c'est devenu obligatoire dans la législation française depuis l'année dernière. Et donc, ces messages étaient, comme je disais, en multi-device et de manière en fait récurrente chaque année avec la sécurité routière, on essaie de se réinventer et d'être toujours plus impactant à travers justement des dispositifs créatifs. On a observé une grosse bascule de l'audience il y a maintenant 3 ans sur nos environnements mobiles au sein de Via Michelin, qu'ils soient applicatifs ou sites mobiles. Et donc, nous avons pensé à des messages plus intégrés comme des push notifications et cette année, donc un message audio que l'on vient de découvrir il y a quelques instants. D'accord. Vous avez envisagé aussi d'autres formats sur cet écran? Alors, on réfléchit toujours à d'autres formats, toujours à de nouveaux formats. Comme je disais, on envoie des push notifications maintenant de manière régulière en fait sur les grands départs. Donc, si vous êtes détenteur de l'application Via Michelin, vous aurez un push ce week-end. En tout cas, vous invitant à faire attention lorsque vous prenez la route. D'autre part, on essaye aussi de travailler le référencement des aires de repos qui pourraient avoir à disposition des automobilistes sur les grands itinéraires. Voilà. Et donc, le référencement en construction actuellement avec le client.
Un mot sur les KPI de la créativité. C'est quoi pour votre client? Sur quel sujet vous êtes attendu? Sur quel chiffre vous êtes attendu? Alors, effectivement, les KPI sont multiples et divers sur ce dispositif. Tout d'abord, effectivement, pour un acteur comme la sécurité routière, je dirais que le principal, c'est d'avoir son message qui est écouté et surtout mémorisé. Voilà. Donc, il va y avoir un KPI de répétition sur des messages qui soient textuels ou audio. Et on va essayer justement de s'atteler à mesurer cette répète et à mesurer cette mémorisation derrière après exposition. Et on le fait plutôt une bonne manière, hein, puisqu'aujourd'hui, 90% de notre audience nous dit considérer la sécurité routière comme finalement un acteur qui vient en prévention, en service, plutôt qu'un acteur qui réalise une publicité responsable. Voilà, donc ça se analyse au niveau de la partie produits et services chez l'éditeur Michelin. On va ensuite regarder un KPI qui est davantage autour de l'interaction, parce que les messages textes que j'évoquais tout à l'heure sont tous cliquables et permettent d'être redirigés sur le site du client pour justement se renseigner sur davantage de bonnes pratiques comme de conseils avant de prendre la route. Et enfin, et le KPI qui est tout nouveau également, c'est un KPI de données auprès donc d'une audience bien sûr qui est consentante, hein, et éclairée. On va récolter la donnée issue donc du device mobile afin d'alimenter la data media platform du client sécurité routière et de lui pousser une quantité d'informations assez importante afin qu'il puisse donc analyser les comportements routiers au quotidien sur les routes de France. Dernier mot peut-être sur le fait que le mobile devient le premier poste d'investissement devant la télévision. Est-ce que vous anticipez de nouvelles formes d'écriture? Est-ce que vous allez aussi tester toutes ces technologies propres au mobile, type, je ne sais pas, réalité augmentée, ce genre de choses? Ça vous inspire pour la décennie qui vient? Alors, bien sûr que ça nous inspire. Je ne vous dirais pas le contraire, étant adossé à un opérateur mobile, forcément. Aujourd'hui, c'est vrai que le device mobile se considère comme un device à part entière, hein, chez nous, également de plus en plus sur le marché. Je vais pas revenir sur les propos de Romain et Martin, que je félicite au passage, puisque leur keynote était très claire et a rappelé vraiment de grands messages, hein, sur les formats du device mobile, sur l'influence, sur le contexte également d'utilisation et d'usage, et puis je dirais aussi sur le moment de vie dans lequel on apprécie voilà, le device mobile. De par sa nature, du coup, nous, on essaye de trouver des formats qui sont toujours mieux intégrés et plus contextualisés. Je dirais que le Graal, en ce moment, c'est essayer d'imaginer avec le produit côté éditeur des messages qui viennent aussi être considérés comme des messages serviciels et appartenant directement finalement à l'écosystème de contenu que l'on vient d'observer. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire justement avec des sites éditeurs comme Via Michelin et Mappy, où l'insertion et le contexte, hein, vraiment de ce message va permettre de n'être pas perçu comme de la publicité et avoir des taux d'interaction derrière qui sont hyper intéressants. Et enfin, pour ouvrir un peu le sujet, on a une nouvelle technologie opérateur, hein, qui arrive sur le marché d'ici quelques mois. On a eu la bonne surprise de voir que les appels d'offres sur la 5G pour le marché opérateur telco sont maintenus pour septembre. Et donc, bien sûr, chez Orange, plus que quiconque, on essaye de mettre à profit notre connaissance du client mobile à travers la data et sa géolocalisation, mais également à travers cette nouvelle techno qui va nous permettre toujours plus de créativité et de formats immersifs et interactifs. La 5G, effectivement, qui va accélérer les débits et sans doute aussi accélérer la publicité mobile la plus créative. Merci en tout cas, Stéphane Bourse, pour ce témoignage. Bravo encore une fois à Orange Advertising et à la sécurité routière pour ce prix Silver. On passe au prix Gold. Le prix Gold, le dernier prix que nous remettons ce matin. On rappelle que nous avions 17 dossiers. Donc, une fois de plus, un grand merci à tous ces partenaires. Et je remercie aussi Stratégie, hein, qui était partenaire de cette remise des Mobile Creativity Awards et qui nous accompagne pour ce petit déjeuner. Et on va dévoiler les derniers grands gagnants. Attention, roulement de tambour. Et c'est Audion pour son client Lavera Natural Cosmetics. Bravo. Bravo à tous. On peut faire clap clap dans l'espace chat pour les applaudir. Et on va regarder rapidement, je crois, la petite campagne pendant que tout le monde allume son micro. Exactement.
data-centric campaign. Donc, Lavera, qui est une marque de cosmétiques bio. Jérôme, tu m'entends? Oui. Ok, super, parfait. Et Kamel de Dion qui nous parle. Donc, voilà, donc on voit la campagne. On va présenter peut-être rapidement donc cette campagne. On doit avoir Kamel Eladev, qui est le cofondateur de Dion. Bonjour Kamel. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, et Mathieu Petit qui travaille chez Media Plus pour Lavera. Bonjour Mathieu. Mathieu, malheureusement. Mathieu n'est pas là, pardon. Exactement. Donc, Lavera, c'est une société allemande, donc il a été assez compliqué de faire venir la directrice marketing ce matin. Et Mathieu est très pris en ce moment. Il est en rendez-vous client aujourd'hui. Ça a été très compliqué aussi. Eh ben, on l'excuse, mais avec Kamel, vous connaissez parfaitement en tout cas la problématique de cette marque. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qui est Lavera? Oui, donc Lavera, je vous le disais, c'est une marque allemande de produits cosmétiques responsables et bio. Et donc, la marque avait un réel déficit de notoriété, on va dire, sur le marché français. C'est pour cela que sur l'été 2019, elle a décidé de lancer une campagne assez globale avec une partie diffusée en offline, notamment sur de l'affichage, et le reste principalement sur du digital. Et donc, l'audio digital a fait partie de ce volet digital. Donc, qui avait en fait deux objectifs. Le premier, c'était d'accroître la notoriété de la marque et surtout de ses produits. Parce que le vrai asset de Lavera, c'est des produits qui sont bio, qui sont responsables. Et puis, le second objectif, on va dire, c'était de faire venir les auditeurs, de faire venir les clients et les cibles en point de vente. Alors donc une marque avec des produits plutôt éco-responsables, donc il a fallu créer un contexte de diffusion pour cette campagne un peu particulier avec, j'imagine, une véritable attention sur la qualité des assets, la brand safety. C'était quoi la réponse d'Audion, dont vous êtes le cofondateur? Oui, donc la réponse d'Audion autour de ces problématiques, elle a été très simple. Donc le premier volet, et il est très propre à l'audio digital et au podcast, c'est d'avoir une création qui est très intégrée. On sait que l'audio digital est un média qui est ultra immersif. Le gros de l'audience se fait sur mobile, quasiment 90% de l'audience se fait sur mobile. Et au casque, on est à peu près à 95% des individus qui écoutent de l'audio digital au casque. Donc, il est nécessaire d'avoir une création qui est adaptée au format et qui en même temps va être adaptée à la problématique du client et surtout à la marque en tant que telle. Et là, il s'agissait, comme vous le disiez, Jérôme, d'une marque éco-responsable, qui pousse des produits responsables et bio. Et il était nécessaire que le ton engagé au sein de la créa puisse être totalement immersif et s'adapter au format audio digital et podcast. Et donc, en associant la créativité avec la technologie, si je puis dire, on a pu répondre aux problématiques de l'annonceur en mettant une campagne qui était à la fois data-centric, donc qui permettait de géolocaliser la campagne autour des points de vente sur lesquels étaient commercialisés les produits Lavera, avec une touche de ciblage third party qui permettait d'avoir une surpression sur des individus en affinité avec cette typologie de produits. Et derrière, un volet créatif renforcé. Donc, je parlais de la créa en préambule, mais ce volet créatif renforcé par le principe de la DCO, donc notre technologie de DCO qui a permis d'adapter chaque spot en fonction du contexte de l'auditeur. C'est ça, on rappelle, c'est de la Dynamic Creative Optimization, ça personnalise le spot audio pour chaque auditeur. Exactement, et donc dans le cadre de cette campagne-là, les produits Lavera étaient distribués dans 306 points de vente exactement, et c'était donc 306 variables de renvoi vers le point de vente le plus proche qui pouvaient être activées en fonction de la géolocalisation de l'individu. Si je me situais sur le point de vente de Paris 7e arrondissement, mon spot allait me renvoyer vers ce point de vente-là, à Marseille, à Roubaix, à Lille ou encore à Bordeaux, et ça me renvoyait vers le bon point de vente. C'est de la DCO assez classique, mais qui est adaptée ici au format de l'audio digital et surtout du podcast. Alors, on parle data, on parle aussi créa. C'était quoi les KPI de l'annonceur pour cette campagne mobile et Drive to Store? Alors, les KPI de l'annonceur, c'était évidemment accroître l'engagement auprès de la marque et des produits et mesurer cet engagement via le trafic en point de vente qui allait être généré sur cette campagne.
Il faut savoir une chose, et là je parle d'un point de vue assez global, et c'est des choses qu'on identifie chez Audion. On fait des analyses en interne pour aller comparer l'impact que peut avoir une campagne qui va créativement être aboutie avec un vrai message adressé et non pas un message qui est repris du offline de la radio et qui va tout simplement être diffusé sur le format audio digital et podcast. On se rend compte en analysant ces deux volets que adapter une campagne au format, au support audio digital, en allant injecter une touche de DCO là-dessus, on arrive à accroître x2, x3 tout ce qui va concerner l'engagement, la mémorisation et surtout l'intention de visite en point de vente et également sur site. Donc, on se rend compte qu'avoir une créa adaptée, c'est quelque chose qui est très puissant en audio digital et qui permet justement de répondre à un objectif de trafic en point de vente. Le message pour conclure, Kamel, c'est qu'il ne faut pas opposer créativité et performance. La data peut être une source de créativité en inventant des spots toujours plus personnalisés. Exactement. Et moi, j'ai l'habitude de dire que pour avoir une campagne la plus efficace possible, il ne faut pas choisir entre créativité d'un côté et technologie de l'autre. Il faut réussir à allier les deux. C'est ce qu'on a fait sur cette campagne avec MediaPlus et avec Lavera. Et on les remercie d'ailleurs pour leur confiance autour de ce plan. Et juste un dernier mot sur la partie Drive to Store. On a analysé l'impact de la campagne et donc de la créativité qui a été mise en place autour de ce plan via une analyse Drive to Store qui nous a permis de comprendre que cette campagne qui a permis, grâce à la création, à la technologie, a permis de faire venir quasiment 5000 visiteurs uniques en point de vente pour un uplift en point de vente de 51%. Donc, on se rend compte qu'en alliant créativité, technologie et donc data, on arrive à créer quelque chose de puissant et surtout quelque chose d'efficace pour la marque. Très bien. En tout cas, ça donne des idées d'écriture pour cette nouvelle décennie en conjuguant tous ces assets mobiles et ces assets data. Merci en tout cas, Kamel Adef d'Audion. Et bravo à nouveau pour le prix Gold des Mobile Creativity Awards. Merci infiniment. Merci en tout cas. Il va être temps de conclure cette matinée. Je ne sais pas si Vadim reprend la main sur les derniers slides. En tout cas, merci infiniment aux partenaires Webedia Stratégie qui nous ont accompagnés ce matin. Un petit mot également pour vous rappeler, slide suivant, que les Mobile Creativity Awards, a priori, referont une nouvelle édition, si j'ai bien compris, en fin d'année, sans doute en décembre. Donc, si vous avez de nouveaux dossiers à soumettre à partir de la rentrée, n'hésitez pas à les préparer. Et il y aura probablement un reveal lors de l'événement de fin d'année de l'association. Et on invite évidemment tout le monde à suivre l'activité de la MMA sur le site de l'association mmaf.fr, sur le blog, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Est-ce que Vadim dit un dernier mot ? Je ne crois pas. Donc, il va être temps de conclure, de vous remercier à nouveau d'avoir été très nombreux ce matin à suivre ce webcast. Et on va tous vous souhaiter un excellent été. On reprend les activités de l'association en septembre. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas d'être prudent avec ce terrible virus qui nous a un petit peu perturbé ces derniers mois. Et on vous souhaite à tous donc une excellente fin de journée et un excellent été. À bientôt.